Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Au menu de ces vraies voix, nous allons parler de l'avenir de l'automobile en Europe avec Didier Perouet, président de Automotive Mobility Europe, la nouvelle alliance européenne des services automobiles et de mobilité. Il était ce matin à la Commission européenne où la bataille fait rage autour de la fin ou pas du moteur thermique en 2035. On va faire un vaste tour d'horizon de l'avenir de l'automobile à l'Europe en sa compagnie. Notre second invité sera Patrick Mirouz, président du groupe ECF, École de conduite française. Nous évoquerons avec lui la mobilisation du 29 septembre et les attentes de la profession suite à cette mobilisation. C'est tout de suite les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Bonsoir Didier Perouet. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le délégué général de Automotive Mobility Europe. Alors, exact. On va expliquer, vous et le responsable européen, c'est un peu le Mobiliance européen, on peut dire ça comme ça ? C'est d'ailleurs Mobiliance avec ZDK, donc l'association sœur allemande qui ont créé l'AME. Donc Automotive Mobility Europe, effectivement, oui. Et votre accent s'explique par le fait que vous êtes belge. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis installé à Bruxelles, effectivement. À Paris. Alors, merci. C'est quoi Automotive Mobility Europe ? Comment est née l'idée de le créer ? Bien, il existait une association européenne qui s'appelle le SECRA. Alors, par le manque d'action, très clair, l'Allemagne a quitté le SECRA en 2018. C'était déjà une étape assez redoutée par le SECRA. Et en 2023, Mobiliance a quitté le SECRA. Et tout simplement parce qu'on ne se retrouverait pas dans les actions. Hein. C'est au moment où on a vu le tout électrique arriver. Oui. Et bien sûr, les adhérents, que ce soit allemands, français ou belges, se demandaient « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous ? Pourquoi on voit arriver une vague électrique ?» Donc, l'idée, parce que à ce moment-là, j'étais président du Mobiliance belge, et on a eu l'année passée, en 2024, donc la présidence belge de l'Union européenne. Et j'ai eu, je pense, l'excellente idée de les inviter tous autour de la table pour dire « Bienvenue en Europe ». Et recommençons à nous parler. Et donc, ça a été très rapidement après le juin 2024, où on s'est réunis pour la première fois en décembre. On a fait les accords de Paris avec 8 fédérations européennes, l'espagnole, la portugaise, la danoise, la Belgique, l'Allemagne et la Finlande, ainsi que bien sûr la France. Et l'association existe depuis le 1er septembre. Elle est en fonction. Et la semaine passée à Budapest, on a décidé de fusionner avec le SECRA. D'accord. Alors, vous étiez à la Commission européenne ce matin. Oui. Commission européenne, on est en plein débat sur le maintien ou non du moteur thermique après 2035. Où en est-on ? Alors, où en est-on ? Ils nous demandent une accélération de l'électrification. Et là, ça me gêne profondément parce que il y a d'abord les obstacles des automobilistes. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité du marché. Pourquoi ne veulent-ils pas acheter un véhicule électrique à l'heure actuelle ? Je parle ici d'un véhicule neuf. Ce matin, à la Commission, heureusement, on a parlé aussi bien de véhicules neufs que de véhicules d'occasion. Mais il y a des obstacles à l'achat. Le premier obstacle, c'est le prix qu'on remarque. Eh bien non, c'est d'abord la confiance dans la technologie électrique. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Le moteur thermique existe depuis plus que 100 ans. Oui. Et on est au bout de la technologie. Et en Europe, on était les champions du monde du moteur thermique. Stellantis avait développé avec Solvay des substances qui permettaient de réduire les émissions, l'AdBlue de nos Allemands, alors des équipementiers automobiles qui avaient développé par exemple des bougies de préchauffage à capteur de pression pour les véhicules diesel afin d'injecter la petite goutte optimale, et on arrivait à des consommations sur 100 km de 3 litres.
Oui. Donc c'était quand même une révolution. Et l'Europe, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte, notre Europe, nos instances européennes ont ouvert la porte, bien sûr, à cette électrification. Mais est-ce que le passage imposé au tout électrique en 2035, c'est une décision irréfléchie de la Commission européenne? Ça, c'est une... Bon, on ne va pas être, bien sûr, désagréable avec la Commission. Il y a écrit « Parlons vrai » dans le studio, donc on peut parler vrai. Hein. Mais le problème, c'est qu'on n'a certainement pas tenu compte de l'avis des personnes les plus importantes, les acheteurs. Et les acheteurs, comme je vous l'ai dit, il y a l'obstacle, bien sûr, de la technologie, le prix et la recharge. Oui. Parce qu'on parle souvent de 20-80. Hein, vous entendez 20 minutes pour recharger 80% de la batterie. Attention, on les recharge 20-80 sur des superchargeurs. Et là intervient le prix. Alors que chez nous, à la maison, on peut recharger aux alentours entre 17 et 26 cents. Sur un superchargeur, on est à 69, entre 69 cents et 87 cents. Oui, donc la 5, quoi, la différence est gigantesque, bien sûr. Donc ça, c'est réellement un des gros problèmes. Le deuxième gros problème, c'est que le marché, c'est une voiture neuve pour 2 voitures d'occasion. Oui. Ces voitures d'occasion, elles ont en moyenne 10 ans. Et une sur 2, donc la moyenne d'achat ici en France est de 12 900 €. Et vous savez, une sur 2 doit être financée. C'est le réel challenge de nos autorités européennes. C'est que cette partie de la population ait accès à l'électrification du parc automobile. Alors, il y a une question qui se pose. Il y a 2 clans qui s'affrontent. D'un côté, Stellantis, BMW, Mercedes qui veulent un aménagement. Et les Suédois, Volvo et Polestar, mais des Suédois à capitaux chinois, accompagnés des constructeurs chinois, on va dire vraiment chinois, et des équipementiers de véhicules électriques. Qui tient la corde entre les deux, Didier Perrouet? Alors, pour moi, il n'y a pas de clan. Ils sont tous dans le même bateau. Ils sont tous dans le même clan. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même savoir que c'est BYD qui détient 80% de la technologie des batteries. Oui. Donc, dans une BMW, vous retrouvez des batteries qui ont été fabriquées à BYD. BYD avait un problème, bien sûr, avec l'électrification mondiale. C'est un problème de production. Eh bien, en 6 mois de temps, le gouvernement chinois leur a trouvé un endroit, a construit l'usine et était capable de fournir des batteries. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de clan. Ils sont dans le même clan. Alors, vous parlez des Chinois. C'est intéressant de parler des Chinois. Pourquoi ? Parce que en Chine, l'électrification, c'est une vraie électrification. Donc, on voit aussi bien des hybrides que des full électriques, des batteries aussi qui sont rechargeables, mais alors une technologie que BMW avait développée d'ailleurs il y a 20 ans, mais qu'on voit déjà dans 20% des véhicules électrifiés en Chine, c'est le range extender. Donc, c'est un petit moteur thermique dans la voiture. Donc la voiture, elle roule toujours sur un train électrique, mais il y a un petit moteur thermique qui permet de recharger la batterie. Et en tout cas, on est toujours à l'aise parce que même en cas de, eh bien, on pourra toujours continuer à rouler. Comme on dit en France, il y a toujours une poire pour la soif. Exactement. Et je pense que là, c'est vraiment une technologie qu'on devrait mettre au point. Et oui, mais l'avenir pour vous, il est plutôt tout électrique ou dans le mix énergétique? Parce qu'il y a plein d'autres énergies. Il y a l'éthanol, il y a encore évidemment le diesel, il y a l'hydrogène, il y a une pléiade de possibilités. Vous avez absolument raison sur la pléiade de technologies et je dirais, vous allez entendre souvent au niveau des autorités, maintenant ils vont parler de neutralité technologique. Oui. Moi, je ne vais pas vous parler de neutralité technologique. Laissons faire nos ingénieurs. Moi, je vais vous parler de diversité technologique. Si demain, un ingénieur nous invente un moteur qui roule à l'eau, bienvenue. Très bien. Bienvenue. Et surtout s'il n'émet pas de CO2, qu'il n'est pas cher. Alors, vous savez que toute l'industrie automobile est sur la même ligne de la décarbonisation. On a investi des milliards dans la décarbonisation de nos véhicules. Le souci, c'est vraiment cette différence entre les voitures neuves et les voitures d'occasion. Je rappelle 1 pour 2.
Mais ces voitures d'occasion, ce parc qui roule tous les jours dans nos rues, la première intelligence aurait été de dire, mais occupons-nous de ces voitures, mesurons les émissions. S'ils ont des dérives, et je peux vous assurer que 6 voitures sur 10 roulent avec une dérive, remettons-le dans la norme d'origine. Et là, vous allez déjà, sur un an de temps, épargner environ 30% de rejet de CO2. Alors, la filière automobile va mal en Europe. Une étude de la PFA, la plateforme automobile, c'est français, a annoncé 75 000 suppressions d'emplois en France dans ce secteur d'ici 2035, la fameuse date butoir, avec seulement 19 000 emplois qui seraient créés par l'électrique. Est-ce que le paysage est aussi inquiétant dans d'autres pays en Europe? Eh bien, je vais vous cadrer la réponse et vous allez directement comprendre pourquoi on est inquiet. Sur une voiture électrique, il y a 3 à 5 fois moins de pièces. Oui. Donc c'est ça la première chose. Donc, dans un moteur essence ou diesel, vous avez des pistons, vous avez des soupapes, vous avez de l'huile, vous avez des filtres. Oui. Ce qu'il n'y a pas sur un véhicule électrique. Un simple exemple, la fonderie sur un moteur thermique, c'est 50-60 kilos. Sur un moteur électrique, ça doit être 3-4 kilos, 5 kilos. Voilà. C'est négligeable. Et si vous prenez le moteur dans cette fonderie, vous avez des centaines de pièces, Absolument. tandis que le moteur électrique est limité à 20 pièces. Donc voilà. Donc vous avez en pièces d'usure sur un moteur thermique entre 2000 et 2500 pièces, seulement entre 200 et 400 sur un moteur électrique. Par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces pièces sont 3 à 4 fois plus chères que les voitures traditionnelles. Donc, nos ateliers, et je parle de nos ateliers qui soient dealers officiels, indépendants ou les centres auto, vont devoir revoir leur modèle économique, mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'ils vont perdre à terme beaucoup plus d'argent. D'ailleurs, j'étais en Suède il y a 2 semaines, où ils sont beaucoup plus avancés sur l'électrification. On voit clairement que pendant les 4 premières années, effectivement, il y a beaucoup moins d'entretien, mais à partir des années qui suivent... Ça devient onéreux. Ça devient très onéreux, parce qu'on parle de trains roulants, et les trains roulants... C'est très cher. C'est très cher, effectivement. Alors, quand on voit ces décisions, notamment le tout électrique, une question s'impose, l'Europe a-t-elle une politique industrielle ? Alors, elle a sans doute une politique... Autre que le libre-échange, la politique philosophique, la philosophie politique, on va dire ça comme ça. Elle a très sincèrement une industrie, oui, mais qui n'est pas protectionniste. Non, au nom du libre-échange d'ailleurs. Au nom du libre-échange. Et c'est ça qui est dommage. On aurait dû mettre en avant notre industrie européenne, et je ne parle pas uniquement française, mais vraiment européenne, alors que vous voyez de plus en plus une désindustrialisation, et certainement dans notre automobile. Regardez, en fin d'année passée, on a l'usine Audi qui a fermé à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Et c'est pas la première en Belgique. Vous qui êtes belge, il y a eu à l'époque Renault à Villevorde il y a 30 ans. Je crois qu'il y avait une usine Ford à Rennes qui a fermé aussi. Absolument. Et il y a des questions qui se posent au niveau des usines en Allemagne. Alors, parlons justement de politique commerciale. Les USA ont taxé les véhicules européens à 15%, tandis que l'Europe ne les a pas taxés. Comment expliquer cette absence de réponse? Et deuxièmement, est-ce que les usines européennes souffrent du protectionnisme américain? Alors, on va voir où là, malgré qu'il y a on parle des États-Unis, oui, mais il y a un patron. Oui. Et ce patron, Trump, oui, donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit maintenant, terminez le Green Deal, laissez aux Américains le choix de leur voiture. Vous savez, sur le premier trimestre, qu'est-ce que ça a fait? 17% d'augmentation des ventes en Amérique. C'est énorme. C'est gigantesque. Surtout produit là-bas. C'est gigantesque. Alors pourquoi on doit faire attention à ne pas faire un copier-coller de ce que on fait les Américains? Parce qu'il faut savoir que la majorité des SUV premium européens sont fabriqués aux États-Unis. Les BMW et les Mercedes sont tous fabriqués aux États-Unis, dans le sud des USA. Et pourquoi la différence? Quand vous reprenez le top 10, je parle bien du top 10 des véhicules vendus aux États-Unis, ce sont tous des pick-up. Absolument. Les constructeurs chinois sont de plus en plus présents en Europe. Est-ce que la vague chinoise en Europe est enrayable? Mais
Il faut quand même savoir qu'avant d'arriver en Europe, l'Europe n'est pas le premier pays exportateur pour la Chine. Non. C'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est l'Asie et ensuite c'est l'Europe. Et il y a une politique industrielle en Chine qui est très claire. Les marques chinoises qui arrivent ici, c'est uniquement parce qu'elles ont pu satisfaire le marché chinois d'abord. Absolument. Donc elles exportent tout ce qui est le surplus de ce qu'ils Et produisent. comme elles ont fait leur marche sur le marché chinois, elles peuvent évidemment être très agressives en prix à l'extérieur. Mais regardez, surtout avec une monnaie sous-évaluée comme le yuan. Exactement. Et regardez, malgré les taxes d'importation, les prix des véhicules chinois n'ont pas bougé d'€1. Dernière question, il nous reste 40 secondes. Y aura-t-il encore une industrie automobile en Europe dans 10 ans ? Certainement, mais transformée. Transformée en tout électrique ? Transformée. Mais attention, on parle essentiellement de véhicules neufs en 2035, pas de véhicules d'occasion. Merci beaucoup Didier Perouet, délégué général de Automotive Mobility Europe. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné toutes ces informations absolument passionnantes. Avec plaisir. Merci à vous et le studio vous est ouvert. Allez, dans quelques instants, on va retrouver quelqu'un qu'on aime bien sur Sud Radio, Patrick Mirouz, président du groupe ECF. Il va nous parler du mouvement des auto-écoles qui a lieu lundi. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans cette seconde partie des vraies voix qui font rouler la France. Nous sommes en compagnie de Patrick Mirouz, président du groupe ECF, École de conduite française, que nous recevons toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Patrick Mirouz. Bonsoir Philippe. Je vais vous faire une confidence, le plaisir il est partagé et avec l'accent que j'ai, vous comprendrez que j'ai une affection particulière pour une radio qui porte le nom du Sud. On a remarqué que votre accent n'était pas fondamentalement dunkerquois ou lillois, ça on est bien d'accord. Vous êtes très observateur Philippe. J'ai une bonne oreille. Allez, les auto-écoles se sont mobilisées lundi dernier, une mobilisation que vous avez soutenue. Que revendiquait cette mobilisation et pourquoi l'avoir soutenue, Patrick Mirouz? Alors, on a soutenu l'organisation parce qu'on est une période grave. Vous savez, les manifestations, c'est pas dans l'ADN des auto-écoles. Non. On en a une à peu près par décennie ou pas tout à fait, quoi, en fait. Donc, la période est grave parce qu'il manque de places d'examen pour faire passer le permis de conduire, qui est quelque chose de très important pour les jeunes. C'est un passeport d'insertion sociale et professionnelle. Il manque des places d'examen pour faire passer les jeunes. Et les délais sont trop longs, bien trop longs. Et ça coûte plus cher aux jeunes d'attendre pour passer le permis. Mais alors, comment expliquer que les délais soient si longs? C'est un manque d'examinateurs, manifestement, mais comment expliquer ce manque d'examinateurs? Il n'y a plus assez de personnes qui veulent tenter le concours d'examinateurs, c'est pas assez bien rémunéré, il y a un problème de budget, comme on sait tous que l'État n'a pas beaucoup d'argent pour les payer. C'est quelle raison? Alors, quelle raison déjà, au pluriel, évidemment, hein. Ouais, il y a beaucoup de variables. Je vais essayer de les décliner très très rapidement. La première, c'est que depuis le Covid avait grippé la machine. Quand on sort du Covid, on est 2021. Effectivement, il y a un stock d'élèves qui n'arrivent pas à passer l'examen et on n'arrive pas à résorber ce stock. Deuxièmement, il y a une démographie. Ben oui, il y a une démographie. Jusqu'en 2030, il y a plus de bébés qui ont été faits dans les années 2000 et aujourd'hui, ils passent le permis, donc il y a un rebond. Et ça, il faut s'en féliciter. Et troisièmement, effectivement, le permis à 17 ans, qui est une bonne mesure, bien évidemment, pour la mobilité des jeunes, est venu renforcer la cohorte, effectivement, des élèves qui doivent passer l'examen. Et il manque, donc le tuyau des examinateurs est trop petit par rapport au nombre de places demandées. Juste un mot, la raison, c'est pas qu'il n'y a pas de désamour pour le métier d'inspecteur du permis de conduire. Et je rappelle, c'est des agents de l'État qui sont très vertueux et qui assurent cet examen, qui est le premier examen de France, quoi, en fait. Le premier examen de France. C'est le diplôme qu'ont le plus de Français, le permis de conduire. Diplôme d'État. Absolument ça. Absolument, absolument. Et donc, c'est un problème, très clairement. Je sais pas, je vais le dire très, très tranquillement, hein, c'est un problème budgétaire, quoi, en fait. Et donc, c'est un problème de budgétaire. Il faut que l'État inscrive dans la loi de finances 150 examinateurs complémentaires. C'est une goutte d'eau dans le budget de l'État. Alors, il y a plein de gouttes, effectivement. Mais je vais dire, à mon niveau, allez, on est à peu près à 5 millions. On parle de quoi? De 44 milliards, quoi, en fait. Donc, bon, mais enfin, aujourd'hui, le permis de conduire, je voudrais le ramener à l'économie parce que j'ai plaisanté. Si un jeune n'a pas de permis de conduire,
il n'a pas d'emploi. S'il n'a pas d'emploi, c'est l'économie qui tourne pas. Donc ça fait quand même une perte au final. Alors, vous avez parlé du passage de l'âge légal de la conduite ou pour passer le permis à 17 ans. C'est une des principales causes de l'engorgement des centres d'examen ? Ça n'est une très conjoncturelle, bien évidemment, Philippe. Ça n'est une très conjoncturelle parce que ça a donné un afflux de personnes, notamment des personnes qui étaient en conduite accompagnée. Je vous parlerai peut-être de la conduite accompagnée. Ah, bien sûr. Et qu'effectivement, ont transformé leur conduite accompagnée pour passer le permis à 17 ans et pour avoir la mobilité. Alors, justement, vous voulez abaisser l'âge de la conduite accompagnée à 14 ans. Quels seraient les avantages et est-ce que c'est sans changement d'âge du permis de conduire ? Parce que moi, de mémoire, je connais quelques États américains où on peut conduire à 14 ans. Oui, alors non, dans notre proposition et dans la réflexion qu'on lance, le permis il est à 17 ans et c'est très bien, c'est un bel âge pour pouvoir partir sur les routes pour l'instant, nous verrons plus tard. Pourquoi baisser la conduite accompagnée à 14 ans ? Si vous voulez, je vais vous dire deux mots. Aujourd'hui, est-ce que vous savez l'âge moyen du permis de conduire ? À quel âge les jeunes passent le permis de conduire en France aujourd'hui ? Autour de 24 ans, peut-être 23. Ah oui. Un jeune sur deux, Philippe, n'obtient pas un emploi parce qu'il n'a pas le permis de conduire. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vite voir une auto-école et il dit « je voudrais passer le permis, il me le faut dans les 2 mois, période de stress. » Et donc, je voudrais qu'on renverse la vapeur et qu'on renverse le paradigme. On est là sur une mobilité subie. Ce que je propose, c'est d'avoir une mobilité choisie. À 14 ans, on n'a pas besoin de se déplacer, on en a juste envie. Et à 14 ans, je vais vous dire une confidence, parce que c'est des choses très simples. Apprendre à nager, je vais prendre cet exemple-là, il me vient comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile à 14 qu'à 24 ans, vous en conviendrez. Et pour la conduite, c'est pareil. Oui. C'est la même chose. Alors, plus sérieusement, un apprentissage qui est progressif, qui va être dans le temps, qui va durer 3 ans avec un accompagnement. On pourrait commencer, vous savez, 14 ans, c'est le carrefour de toutes les mobilités. Il y a les nouvelles mobilités, il y a les trottinettes électriques, oui. Il y a les voiturettes. On pourrait imaginer des choses, un apprentissage progressif. Et puis, voilà, je crois que les jeunes ont vraiment envie. Je dis que la conduite accompagnée, en tous les cas, c'est aussi un remède pour désengorger la pénurie de places d'examen. Alors, un élève sur 2 réussit à 50% en première présentation, 57%, et en conduite accompagnée, on est à 77%. Si on généralisait la conduite accompagnée, ce qui est peut-être pas facile et de faire en un tour de main, on n'aurait plus de problème de place d'examen. Alors, vous voulez aussi généraliser un test de fin de formation obligatoire. En quoi est-ce que ça consisterait ? Alors là, vous savez qu'on a l'heure minimum, le nombre d'heures minimum, c'est les 20 heures de conduite en France. L'heure moyenne, c'est 35, mais vous avez, ça a échappé à personne qui avait des problèmes de pouvoir d'achat. Quand un élève veut passer à 20 heures, eh bien, on est obligé de lui dire oui. Et moi, dans mes écoles de conduite, je dis oui. Sauf qu'un élève, quand il va passer le permis, il pense pas qu'il a aucune chance. Il pense qu'il a une chance sur 2. Il pense qu'il a une chance ou de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Donc ce test de fin de formation, qui devrait être un test obligatoire, permettrait de filtrer les meilleurs élèves pour passer le permis, et ça permettrait aussi, toutes ces mesures permettraient d'avoir le même objectif, c'est de réduire le temps d'allant. Parce que depuis, je vais vous le dire Philippe, un problème, et je termine vite, oui. Parce que c'est très important, ça fait plus de 50 ans, mon père était dans l'école de conduite, que le taux de réussite en première présentation, il est autour de 50%. Ah oui. Et on a un vrai sujet à régler là-dessus, par la conduite accompagnée et par d'autres mesures un peu cosmétiques, en étayant, en faisant une formation plus adaptée. Merci beaucoup Patrick Mirouz, président du groupe ECF, École de conduite française, dont je regrette qu'il n'ait pas été mon moniteur d'auto-école tant il est sympathique. Merci à vous. Allez, tout de suite, bonsoir Magali Berda. Bonsoir. On ne vit pas dans la même France, mais laquelle ce soir ? Alors ce soir, on va recevoir un député, vous allez voir, extraordinaire, qui va débattre avec 2 influenceuses extraordinaires aussi, sur la prison. Est-ce que la prison est trop laxiste ? Est-ce que c'est un petit peu la colonie de vacances ou pas ? Ou est-ce que c'est un lieu de réinsertion ? Voilà. Eh bien écoutez, vaste programme. Merci. Eh bien écoutez, c'est tout de suite de 20h à 21h. Nous, les vraies voix, on se retrouve demain avec Cécile de Minibus. Merci à notre formidable équipe. Merci à François-Louis, Maxime, Aude, Justine. Et on se retrouve demain. Allez, tout de suite, Magali Berda et ses invités. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.